Alors on va commencer. Alors ça fait à peu près 2 mois que je vais voir à peu près tous les dimanches M. Elie Marie, je suis bien à la maison à Deauville. Donc j'ai passé, on va dire, au moins 8 heures à ses côtés. À chaque fois 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Alors si on devait écouter toute sa vie, d'accord, tout ce qu'il a passé au long de sa vie, alors il nous faudrait peut-être une vie entière pour écouter toutes ces anecdotes, tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on va essayer de lui demander, dans un temps imparti d'à peu près 1 heure, de nous raconter, on va dire, les grandes lignes depuis son enfance, depuis Tours, où il a grandi, jusqu'à la sortie de... Je veux dire déjà de quelle origine nous sommes. Voilà, Mizrahi, il s'appelle M. Marie, mais en fait c'est Mizrahi, il va nous expliquer d'où il vient. On met 2 mariages. Et nous sommes d'origine... Je vous présente comme ça. Présente. Je vous présente. On est d'origine espagnole, c'est ça. Espagnol, exactement. Et du coup, donc, depuis Tours, ensuite il est parti à Birkenau, et après il a été délivré au camp de Dachau. Donc c'était... Non, quand c'est parti de Tours, on est parti en zone libre. À Florence. La zone libre, on est parti en Mussolini a pris tous les juifs de Paris. Il a pris tous les juifs de Paris d'origine turque. Et il nous a emmenés en Italie, où on a été très bien reçus. Je dois dire qu'on n'a eu aucun problème. On était tranquille, on allait à la synagogue, on allait comme on voulait. Et quand les Américains ont fait la paix avec les Italiens, les Allemands sont arrivés à Rome. C'est là qu'ils nous ont arrêté pas mal de monde. Mais une chose que je dois dire tout de même, c'est que nous, on a eu la chance de la Joint américaine s'est mis avec le Vatican, contrairement à ce qu'on croit. Ils ont envoyé l'argent en Suisse. Et de Suisse, chaque semaine, parce qu'on n'avait rien. On s'est retrouvé dans un petit camp en Italie, à 600 et quelques. Personne n'avait d'argent, on n'avait rien pour ça. Et c'est le Vatican qui nous a donné chaque mois, il nous donnait, c'était pas beaucoup, enfin c'était de l'argent, il nous donnait 4 000 livres. Et c'est comme ça qu'on a réussi. C'est comme ça que nous avons réussi en arrivant à Birkenau. J'étais avec le fameux, celui qui s'est. Bruno Lévy, celui qui s'est suicidé. Primo Levi. Primo Lévy, excusez-moi. Il était avec nous. Ah ouais. Il était plus âgé, moi j'étais beaucoup plus jeune. Quel âge vous avez quand vous avez été déporté? J'ai fêté mes 20 ans à Auschwitz. Et là, je vais avoir 99 ans au mois de mai. Mais ça, beaucoup plus longtemps que moi. Moi, je suis resté pas trop longtemps. Je suis resté 1 an. Elle a fait 42, 43, 44, et la moitié de 45. Et la moitié de 45, elle est sa petite sœur. Elles avaient 20 ans. Je suis pas allé à Paris parce que j'étais fatigué, mais ils ont fait une belle fête. Alors je lui ai envoyé tout de même. Je lui ai envoyé 100 roses, elle était contente. Vous savez, on est plus nombreux maintenant. Hein. Donc vous avez été déporté à partir de Florence? Non, j'ai été arrêté à Florence parce que j'avais une chose je devais voir la femme de l'hôtel de Grande-Bretagne. Et quand je suis allé, je suis arrivé à même pas 20 mètres, et ils ont fait sauter l'hôtel de Grande-Bretagne. Alors ils ont demandé les papiers. Et puis quand on est jeune, alors moi j'avais plusieurs papiers. Donc j'ai sorti celui-là, il m'a dit, je me suis dit, non, je ne sais pas celui-là, celui-là. Il a dit, non, l'air, comme ça on se fait prendre.
Enfin, on est sorti. Alors racontez-nous quand vous étiez après dans le train pour aller vers Birkenau, vers Auschwitz. Ah oui, alors là, dans Auschwitz, on n'avait rien, pas de l'eau, rien du tout. Et on est arrivé à Vienne, en Allemagne, et ils nous ont mis sur le côté, et il y a une vieille femme qui est venue nous apporter de l'eau. Il y a un jeune, il a sauté sur le bébé, il a assassiné dedans. Et les autres femmes qui étaient derrière, elles ont eu le courage de venir avec de l'eau, puis il y a un homme qui est venu aussi. Et ça n'a pas dur, et du coup, c'est comme ça. Et alors, j'avais des outils, et j'ai réussi à ouvrir la fenêtre du wagon. Et j'ai fait sauter 4 filles qui ont sauté à Milan. Elles étaient de Milan, elles savaient que le train à Milan, il roulait très doucement parce que la voie avait été bombardée. Et quand j'ai voulu sauter, le gars il a tiré dessus et je n'ai pas sauté. C'est des choses comme ça. Enfin, c'est à vous de me poser des questions parce que. Je vais vous poser des questions. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Donc après, vous étiez dans le camp à Birkenau. Oui. Combien de fois vous avez eu le droit à être lavé? Ah bah, c'est pas lavé jusque. Nous, on s'est lavé, et la première fois que je me suis lavé, c'est le Noël 44. Noël 44. On n'avait pas de. On avait une paire de sabots, pas de chaussettes, bien entendu, pas de caleçon, un pantalon, une veste et une chemise. Et on a tenu le coup, et on était tout de même pas moins 25 degrés en Russie, parce que moi j'étais en Russie. D'ailleurs, j'ai la moitié de mon pied gelé. Enfin, ça c'est des choses. Mais après, ça a été, on est allé en commando, et s'est débrouillé. Et la chose où on a eu peur, parce que beaucoup de gens ici ne le savent pas, Varsovie, ils se sont révoltés en 1944. Et les Russes n'ont pas avancé. Alors, ils ont arrêté tous les jeunes polonais, mais pas juifs, polonais. Et les ont, plusieurs milliers, et les ont gazés à. Alors, ils nous ont emmenés, ils ont demandé des volontaires pour Danzig. Alors, on a levé la main, parce que j'ai eu la chance d'être avec les communistes français qui ont été les premiers à Auschwitz. Auschwitz, c'est un camp, c'est une caserne. C'est après qu'ils ont créé Birkenau. Les fours n'étaient pas à Auschwitz, les fours étaient à Birkenau. C'est comme ça. Allez-y. Et quand vous étiez à Birkenau, vous étiez dans quel baraquement? 19. Je vous l'ai dit, comme vous avez Qu'est-ce qui dit. s'est passé avec les Et alors, à Tziganes? côté de nous, j'étais à côté, on avait le camp des Tziganes. Et pendant quelques mois, le camp des Tziganes, ils avaient leurs enfants, leurs femmes, leurs chiens et leurs chèvres. Et tout d'un coup, un matin, quand on se réveille à 5 heures, plus de bruit. J'étais parti. Et moi, j'ai mon ami Darty qui a passé 21 sélections. Moi, j'en ai passé que 2. Mais lui, il a passé 21 sélections. Vous savez ce que c'est? 21 sélections. Il est mort il y a quelques années. Il habite à côté de chez moi, à Neuilly. Et c'est des types très bien, en tout cas. Hein, les Darty, vous savez, c'est des gens qui ont fait beaucoup de choses. Et ils ont donné près d'1 milliard pour faire parce que leur fille, la fille de mon ami Jordi, elle a 10 ans d'âge. Alors ils ont fait ici les Moulineaux avec le maire, ils ont donné beaucoup d'argent, les 3 frères, les 2 qui sont restés, et ils ont fait une société magnifique. C'est des gens bien. Et au départ, ils vendaient des pantalons. Et moi, j'étais leur fournisseur, parce que moi, je suis le plus gros fournisseur du sentier du tissu. Ah oui. Ça, c'est après-guerre. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, là.
Et après, c'est le frère le plus jeune qui connaissait beaucoup de choses, qui a fondé Darty. Et c'était très bien, puis ça marche encore maintenant. Enfin, ils l'ont redonné aux Anglais. Enfin, ils ont fait une chose que beaucoup n'ont pas fait. Et, près d'1 milliard, ils ont donné. Je l'entends, mais je l'ai vu. Nous, on se voyait chaque semaine parce qu'il ne peut pas conduire, il ne pouvait pas conduire. Alors on allait toutes les autres semaines, nous allions à Lutetia, où on se rencontrait le peu qui sommes restés, parce que nous, on n'est pas nombreux de revenus. Alors, quand vous avez quitté Birkenau, où est-ce que vous êtes parti? Non, on a quitté Birkenau, on est allé à Auschwitz. À Auschwitz, on est allé en commando à Danzig. Et de Danzig, on est allé à côté de Stuttgart, où nous avons créé la piste d'atterrissage des avions à réaction allemands. On les avait les premiers. Malheureusement, on couchait dans une. Là où on met les avions, les Anglais sont arrivés, ils ont bombardé tout le monde. Et moi, j'ai eu de la chance parce que mes deux camarades qui étaient plus grands que moi j'avais toujours froid, alors je leur mets un petit fusil. Et eux, ils sont morts, ils ont les jambes coupées. Vous savez, des mitrailleuses de 22, ça ne fait pas voilà. Alors après, on est parti sur Weingen, un camp de refuge. Et de refuge, on nous a envoyé à Dachau. Et la chance que j'ai eue, moi j'avais le triangle jaune, et je descends du train, je rentre à Dachau, et il y a un grand qui se jette sur moi, c'est un camarade d'école, qui m'a dit, je t'enlève, il m'a enlevé le jaune, et il m'a donné les choses rouges des politiques. Des politiques, parce que je ne sais pas si ça vous intéresse, mais la Croix-Rouge allemande, la Croix-Rouge suisse-allemande était pro-nazi. Et si vous voulez, moi j'ai des documents à la maison, des choses où il ne faut pas avoir de différence. Et ils n'ont jamais rien fait dans les camps. Seulement en début 1944, la Croix-Rouge est passée à Genève. Et les gens de Genève sont venus. Et à côté de Dachau, à 30 km, il y avait 600 000 paquets de 5 kg de fusées de guerre. Ça fait des 600 000 paquets qui n'ont pas été distribués aux soldats, parce que les soldats français étaient partis. Alors la Croix-Rouge française a obtenu le droit, avec l'aide de la Croix-Rouge suédois. Vous savez, la Suède a fait beaucoup de choses, je ne sais pas si les gens le savent, mais ils ont fait. La Suède, avec les Français de Genève, ils nous ont distribué les paquets. Et dans les paquets, on avait 1 kilo de chocolat, 1 kilo de sucre, et on avait surtout 20 paquets de cigarettes de trompe. Et comme moi je suis. Je suis un battant, je ne me laisse pas faire. Et je me suis arrangé, comme j'ai pu, avec deux prisonniers de guerre russes, qui tous les matins venaient nous chercher, les 4 Français que nous étions, nous lavaient du matin, nous lavaient et nous rasaient. Et donc, les gens qui étaient dans le camp, dans le 10 ans, ils sont morts, et nous, les 4 Français, on était vivants, on n'avait pas de typhus. Et puis alors, le SS, on avait un seul SS en commando qui nous gardait, ça allait bien. On était gardés surtout par des vieux de 60 ans. Et le SS, il nous a fait prendre un bain. Alors on a pris un bain à 25. L'eau était noire. Ça nous a donné un peu de force. Et le mardi, le 16 il vient, il commence à tirer partout. Sa femme est partie avec un jupe polonais.
C'est extraordinaire, hein? Nous, on ne croyait pas. Est-ce que quelqu'un à Paris a entendu parler de Simon Gutmann? C'est le dernier survivant. Il est mort il y a 5-6 mois. Et c'est le dernier survivant du premier de 42. On était ensemble, il est à son enterrement, bien entendu. C'est comme ça des choses. On a réussi, vous savez, c'était difficile, mais moi je voulais revenir. Et racontez-nous l'anecdote avec les jupes de Corfou. Comment? Avec les jupes de Corfou. De Corfou? De Corfou. Ben, je vais le dire, raconter. Alors, les jupes polonais n'ont pas mangé à Kippour. Les Juifs polonais ont donné leur manger au Goï. Bon. Alors les Juifs de Venise se sont engueulés avec eux. Moi je parle très bien l'italien. Je leur dis, qu'est-ce que vous voulez? Mais pourquoi ils ne vous donnent pas à nous? Mais si vous êtes religieux, évidemment je suis religieux. Et alors comment voulez-vous que ces gens-là se prient de manger? Parce qu'il faut le faire tout de même. Hein. Moi je ne l'ai pas fait, je vous le dis tout de suite. Mais il faut le faire. Ah non, les Polonais qui étaient avec nous à Auschwitz et sur le port, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment des bonhommes. Donc, qu'est-ce que vous leur avez dit? Ils n'ont pas mangé à Kippour. Ils n'ont pas mangé à Kippour. Écoutez, moi je ne suis pas religieux, vous savez. Moi je suis né à Tours. À Tours, on était 25-30 familles. Alors on avait une petite synagogue qui était très bien. On a eu des problèmes parce que quand mon père est arrivé, il était étranger. Et les Juifs de Tours, qui étaient à Tours, c'était des Français d'Alsace et de Lorraine. Et c'est eux qui ont fait la synagogue. Ils ne voulaient pas que les Juifs étrangers rentrent à la synagogue. Et c'est le rabbin c'est des choses qui arrivent comme ça. Donc vous avez expliqué aux Juifs de Corfou que c'est normal que ces Juifs-là ne viennent pas à manger. Oui, c'est même étranger parce que le rabbin qui était avec eux m'a donné raison. L'avantage, c'est que moi je parle très bien la langue, je peux m'expliquer. Racontez-nous une anecdote lorsque vous piquez des pommes de terre. Ah oui, oui. Alors moi j'ai travaillé. Où est-ce que c'était? J'ai travaillé ce qu'on appelle le commando des cartoffels commando. Alors on montait sur les trains et on poussait les pommes de terre avec nos pieds et puis on les mettait dans les tranchées. Alors moi j'avais trouvé la conduite de prendre des pommes de terre allemandes. Il y a des pommes de terre qui font près d'1 kilo. Alors j'avais trouvé des pommes de terre, je faisais un petit trou, j'avais mis mon lacet et je l'avais mis sur la couture du pantalon. Et un jour j'ai mis des pommes de terre trop gros et l'allemand me dit faut tout donner comme un zire. Il est parti du français, je ne dis pas l'autre mot qu'il dit. Il m'a pris 2 coups de bâton, il m'a dit je te surveille. Et la dame que je connaissais, qui avait 100 ans là, elle travaillait. Pour avoir de l'eau, il fallait aller où elles étaient, les femmes. Alors on a trouvé, je ne sais pas si maintenant, à l'époque, on avait des seaux de 5 litres, bleus et blancs à l'intérieur pour porter le lait. Alors, pour avoir de l'eau, on disait à l'allemand qu'on voulait de l'eau. Je remplissais de pommes de terre que j'avais écrasées, et je mettais et je ramenais l'eau plein d'eau. Et le soir, quand on partait, je remettais ma l'eau. Et vous avez entendu certainement à la télévision qui s'appelle Goldanel, qui est un avocat. Son père était il était à la désaffection. Alors, pour manger les pommes de terre, on les mettait dans une chemise, c'était gris, sale, ça avait un mauvais goût.
Et quand on attend, on mange. Voilà. Bravo. Et racontez-nous alors comment vous vendez vos cigarettes au SS. Ah non, j'avais vendu les cigarettes. J'ai donné les cigarettes je vous l'ai dit, à deux soldats russes qui nous protégeaient. Et tous les matins, ils venaient nous chercher les 4 Français, on mettait 4 Français dans le corps où j'étais curé, et on n'a pas eu le typhus alors que tout le monde avait eu le typhus, parce que nous, on était rasés tous les 2 jours, propres et tout. Alors eux, avec les cigarettes, vous savez, les cigarettes là-bas, c'était le loup d'or, hein. C'était des cigarettes de thon, c'était pas des cigarettes bourgeoises. Mais on ne mangeait pas. Est-ce que, avant d'être arrêté et déporté, vous aviez peur en tant que juif de vous promener dans les rues, etc. Où ça? En Italie? En Italie, en Ah, moi, France, je à suis Tours. À Tours déjà, à Tours. Ah ben, à Tours, moi je suis pas resté longtemps, à Tours, je suis parti de Tours en 1941. Et C'est l'ancien rabbin de la synagogue. et- L'ancien rabbin de la synagogue. ah bon. Et donc, les communistes du temps, tant que les Allemands étaient avec les Russes, les communistes n'ont pas eu de problème. Ils ont même revu leur journal et tout. Et puis, tout d'un coup, ils ont trouvé, parce que la base de Tours, c'est la plus grande base d'aviation de l'armée française. Les Allemands étaient là. Et il y a eu un colonel allemand qui a été assassiné par des communistes. Alors, ils sont allés dans les écoles, et j'ai eu la chance, j'ai eu la chance que la petite sœur, il y avait une fille qui avait 18 ans, on sortait ensemble, et sa petite sœur, qui avait à peine 10 ans, quand elle a vu les Allemands, elle est allée là où j'étais au collège, elle a dit, monsieur du château, on vient chercher les juifs français. Alors, ils m'ont fait passer par la fenêtre. Et je me suis sauvé comme ça. Et quel souvenir vous avez de Tours? Dans ma malchance, il y a eu des moments où j'ai eu un peu de chance, notamment à Dachau. Vous vous rendez compte, quand j'ai touché des prisonniers de guerre à Dachau, on mangeait on mangeait le chocolat, on mangeait le sucre et la marmelade, mais les conserves, on ne mangeait pas, on était très. Et j'étais à côté des Galeries Lafayette, il y a un grand théâtre qui s'appelle un grand théâtre qui appartient au frère de celui qui est avec moi à Dachau. Et lui, quand il a été libéré, il était en meilleure santé que moi, il est allé dans les cuisines, j'ai les photos à Paris, hein. Il est allé dans les cuisines allemandes, il a vu des 300 litres, hein. Alors c'était de quoi casser. Alors il est monté sur une chaise, et puis il a mangé. Les Russes sont arrivés, les prisonniers sont arrivés, il est tombé sans faire payer. Il est tombé dedans, il n'a pas le temps. Et là, nous on n'avait pas de glace, donc on ne savait pas comment on était. Et quand les officiers américains sont rentrés, ils pleuraient tous, vous savez, ils étaient affolés, ils n'avaient jamais vu ça. Et puis il y a eu mon frère qui est dans la première armée française, est venu, il a vu mon nom, il est venu là où j'étais quand on a été libéré. Il m'a pas reconnu, il a dit monsieur le major, c'est pas mon frère. Et moi je l'ai reconnu. Voilà, je suis là. Alors lorsque vous êtes... Là, la semaine prochaine, il y a mon amie qui va venir, celle qui a eu 100 ans. Elle est restée toute l'année 42.
43, 44 et la moitié de 45. Elles avaient 18 ans et 10 ans. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Lorsque vous avez quitté, vous avez été délivré. Alors, Vous êtes parti où alors? on a été libérés par les Américains depuis la première armée française. Et sur le lac de Constance, vous avez une île qui s'appelle l'île de Méno, qui appartient à la Suède. Et la Suède, pendant la guerre, avait permis aux Allemands de faire des locaux pour mettre les officiers malades. Bon. Alors, de là de Casilly s'est occupé de nous et il a fait prisonnier les docteurs et les infirmières. C'est là qu'on a été soignés. On a été très bien soignés d'ailleurs. Quel âge aviez-vous quand vous avez été libéré? Comment? Quel âge aviez-vous quand vous étiez libéré? 21 ans. Oui, non, pas tout à fait, enfin, oui. Entre 20 et 21 ans. C'est dur, hein? Et après avoir vécu tout ça, vous avez décidé, enfin, vous avez réussi à voir tout de suite après témoigner, etc. Ou ça vous a fait... Non. Je suis resté très longtemps à l'île de Méno. Je suis rentré en France, je suis le dernier déporté qui est rentré au mois de septembre. Tout le monde était rentré avant, moi j'étais intransportable. Mais après, vous avez tout de suite témoigné ou il vous a fallu du temps pour dire... Non, j'ai parlé. J'étais avec la FED. On a parlé beaucoup de monde. À partir de 54, vous avez dit. Pardon? Vous m'avez dit qu'à partir de 54, vous avez commencé à parler de la Shoah. À partir de 50, oui, mais par là. À Paris, vous avez le chose de... où il y a tous les noms des déportés. Montréal, on m'a dit, vous avez souvent. J'ai accompagné 4 écoles de Tours que j'ai fait venir à mes frais pour qu'ils voient un peu ce que c'était. Et je vais vous dire une chose, quand je suis allé à Tours en 2009, on a fêté les 100 ans du collège où j'étais. Ils m'ont amené ma composition française que j'avais laissée le jour où je me suis évadé. Ils ont gardé la composition, ils m'ont donné. C'était sur 10 €. J'ai eu 14 et demi et 8 fautes d'orthographe. C'est pas le cas d'aujourd'hui. Hein. On avait des instituteurs et des professeurs formidables. Et alors, vous savez, le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, maintenant on commence à savoir, vous savez que c'est Hitler qui a déclaré la guerre à l'Amérique. C'est pas l'Amérique, hein. C'est Hitler qui a déclaré la guerre à l'Amérique. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ça a été la connerie tant mieux pour nous, parce que ça a corrigé, les Américains sont venus se battre. Mais beaucoup de gens ne savent pas toutes ces choses-là. Oui, partir Comment vous avez été arrêté? Avant que j'étais arrêté de Rome, je suis allé avec un passeport du Vatican, je suis allé à Florence. À Florence, il y avait l'hôtel de Grande-Bretagne où était la femme d'un des amis. Et je suis allé, et l'hôtel a sauté. Alors la police italienne demande des papiers. Alors moi j'ai sorti un papier, puis je me dis, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà. Et quand... À dire que nous, quand vous viviez ça tous les jours, on ne sait pas quand vous avez quitté la... Non, nous, quand on est arrivé, on est arrivé à Birkenau, on n'est pas arrivé à Auschwitz. Auschwitz, Birkenau, c'est le camp d'extermination où il y avait les fours. Mais à Auschwitz, il n'y avait pas de four. Auschwitz, c'est la caserne des Hurons polonais. Il y avait des déportés, mais il n'y avait pas les gaz et il n'y avait pas de... Chaque jour, qu'est-ce qui vous donnait la force de vous battre? Alors, quand j'étais au camp d'extermination, j'étais dans la place, j'ai entendu deux Grecs parler ladino. Et nous, on est d'origine italienne de Turquie. Quand les Juifs d'Espagne sont partis,
c'est les Turcs qui nous ont acceptés avec les morts. Et donc on a vécu très bien en Turquie pendant 500 ans. Les Turcs ne nous ont jamais fait de problème. Et puis mon père, quand les Anglais en 1914, ils ont pris la plus grande partie de la Turquie, et ils nous ont laissé aux Français, ils ont laissé le Liban et la Syrie, c'est d'ailleurs rien du tout. Et puis les Grecs, qui étaient parents avec les Anglais, on leur a donné la ville de Smyrne. Et quand ils sont venus à Smyrne, ils ont brûlé la ville de Smyrne. Alors mon père est parti avec mon petit frère qui avait 1 an, avec sa femme, et en Turquie, on ne parlait pas anglais, mais on parlait français couramment. Tous les gens qui avaient fait des études parlaient français. Et quand mon père, qui était donc d'origine italienne, c'est compliqué, de 500 ans, il est parti sur un bateau italien, mais il ne parlait pas italien, donc moi, ils sont venus en France. Et c'est comme ça qu'ils sont venus en France. Et mon grand-père de Turquie est enterré à Tours. Alors, après que vous aviez été délivré, vous êtes parti faire un petit voyage. Avec quel Vous êtes argent? parti faire un voyage, où ça? À Florence. Non. Vous êtes parti en Amérique? Ah ben oui, j'ai une tante à Mexico. Mais je n'ai pas pu rester parce que c'est trop haut. C'est à 1900 mètres d'altitude, et moi j'étais pas en bonne santé. J'ai vu le Popocatépetl, c'est déjà quelque chose. Et ensuite, Ensuite, je suis parti en Uruguay. Alors les gens en Uruguay, c'est comme la Suisse. Les gens sont tous gentils, sont tous. Il n'y a pas de bronzé. Il n'y a pas de vidéo. Moi, je dis des bronzés parce que pour pas dire n'importe quoi. Et donc, un jour, j'étais avec une Française, on prenait le café sur la grande place. Et puis, il y a des gars qui passent qui disent bonjour, monsieur le président. Je dis, qui c'est ça? Quel président? Dans le gars, il dit, monsieur, je suis le président de l'Uruguay, il est là avec sa femme et ses enfants. Tranquille. Il n'y avait pas de soldats, il n'y avait rien. C'était un très beau pays. Et puis de là, je suis parti au Brésil. Au Brésil, j'ai fait une chose qui n'est pas bien pour les Juifs. J'ai ouvert une fabrique de charcuterie française. Une grande fabrique qui marche encore aujourd'hui. et après, vous êtes lancé dans le textile. Non, j'ai ouvert moi, je ne voulais pas quitter Tours. Mais mon frère aîné a été élevé à Paris. Il voulait venir à Paris. Alors mon père lui a dit, je veux bien que tu y ailles à Paris, mais tu emmènes ton petit frère avec toi. Alors je suis allé, on a ouvert la même chose. Et le premier client qui rentre chez nous, on va se marrer. Il dit, ah, meilleur à l'enfer. Et puis, je dis, pourquoi vous dites ça? Marée, ça fait meilleur à l'envers. Mais lui, il s'est rendu compte, vous ne savez pas. Ah oui. Parce que mes frères, quand ils sont partis se battre en Espagne, du côté de Vaud, ils n'ont pas pris le nom de mon deuxième père. Ils ont pris, comme mon frère parle couramment l'espagnol, l'officier qui l'a arrêté lui a dit, ne dites pas que vous êtes français, sinon je suis obligé de vous rendre aux Allemands. Alors ils ont dit qu'ils étaient Canadiens. Et ils ont pris le nom de Marais, parce que je ne sais pas si vous ne devez pas être au courant. Marais, c'est celui qui a fait le cinéma des Frères Lumière, le tambour de Marais. Sans tambour de Marais, qui était un physicien, les Frères Lumière, les Frères Lumière, ils faisaient une lanterne magique, mais ils ne faisaient pas le cinéma. C'est le tambour de Marais qui leur a permis. C'est comme ça que... Donc, Voilà. votre magasin était Et après, j'ai repris. avenue des Champs-Élysées. Comment? Où était situé votre magasin? Ah ben, nous, on avait un magasin aux Champs-Élysées, Max, Tissu Max, ça vous dit quelque chose? C'est un beau magasin. Hein. Alors, on travaillait bien, mais quand les pétroliers, les femmes des pétroliers ne sont plus venus à partir de 58-59, nous on avait une affaire de gros qui marchait très bien. Mais le magasin, alors,
comment ça s'appelle, Vuitton, la famille Vuitton est propriétaire des 2/3 des magasins des Champs-Élysées. Ils nous ont proposé une somme tellement grande qu'on a accepté de partir. Avec ça. Racontez-nous l'histoire lorsque vous étiez dans le cabaret avec votre frère, lorsqu'il était en train de danser avec sa petite amie. Ah oui, oui. Mon frère avait une camarade de classe qui était la fille du patron des Docks de France. La tour. Les Docks de France, c'est quelque chose. Hein. C'est plus grand que Monopoly, c'est plus grand. Alors ils étaient habillés, il est revenu habillé en officier américain et il dansait avec sa future femme. Et il y a 3 gars qui passent, des hommes de 30, 35 ans, je sais pas. Il y en a qui dit, c'est pas mal de voir une belle fille comme ça avec un humain. Alors, ils se sont adossés, on est au premier étage, ils se sont adossés à l'escalier. Après la guerre, si on parlait, même pas de parole, je rentrais dedans. Alors j'ai pris le bas, j'ai balancé. Et il se trouve que mon ami qui dirigeait le show, il fait partie d'une. Comment ça s'appelle? Le CAS, le Pancras. Vous avez entendu parler du Pancras? Le Pancras, c'était avant la guerre, on pouvait tuer des gens. C'était permis. Il était champion de Pancras, il avait 45 ans. Alors il est monté, il m'a dit, Marie, ne bouge pas. Voilà. L'autre il dit, toi le vieux, il n'a pas le temps de faire le vieux, il a donné une seule gifle. Comme ça. Bon, non, mais c'est vous des sur les corps. Racontez-nous encore une petite anecdote lorsqu'ils vous ont invité au restaurant et vous ne vouliez pas participer parce que la personne en question c'était celle qui affichait. Ah oui, alors il y a des gens qui connaissent Neuilly. Oui. Bon, alors à Neuilly, vous avez un grand restaurant de poissons qui s'appelle Jarras. Vous êtes au courant? Bien sûr. Bon, alors moi j'achetais beaucoup dans le Nord. Et les gens du Nord adorent les plats de poissons. Et un jour, il dit, M. Marais, on a retenu dans un restaurant et on était une trentaine. Je vois que c'est chez Jarras. Je dis, excusez-moi, mais je ne rentre pas ici. Je dis, comment vous? Je dis, non, je ne rentre pas parce que qu'ils soient obligés de dire interdit aux Juifs. D'accord? Mais interdit aux Juifs, au chien, il ne marche pas. Et on est parti, et j'ai emmené les 30 personnes sur le boulevard Pereire, dans le grand restaurant de poissons. Tu m'as dit, mais Marais, tu es chez toi ici. Alors l'autre, il faisait drôle de tête. Ah non, ça. Je ne suis pas méchant. Et je vais vous dire, l'adjudant de mon frère, il est venu me voir à l'hôpital sur la de Constance, et on nous a amené une dizaine d'Allemands, des jeunes, qui étaient gardiens de camps de concentration. Ils voulaient savoir si on connaissait quelqu'un. Moi, je dis non, je ne connais personne. Et l'adjudant, il sort sa mitraillette, il a les fusils. J'ai dit que ça va pas, t'es fou. Et à ce moment-là, j'ai vu dans les yeux des jeunes, j'ai vu comme s'ils avaient vu la mort. Moi, je n'ai pas bougé. Dieu merci, on n'est pas comme ça. Mais une chose qui m'a toujours étonné, même maintenant, c'est que dans ma famille, personne ne m'a parlé des camps. Quand je suis allé au Mexique, alors que les Mexicains ont donné, les Juifs mexicains, ils ont donné des fortunes pour Israël. Je peux vous dire, parce que c'est maison. Et personne ne m'a parlé de camp, ne voulait savoir. Et au Brésil, pareil. Et en Uruguay, pareil. Les Juifs qui étaient là ne voulaient pas savoir. C'est bon, je ne vais pas parler. Si on me demande pas, c'est maintenant que les gens commencent à bouger, parce que quand même. Et vous savez, on dit qu'il y a beaucoup de gens, je connais personnellement plusieurs familles qui ont les moyens, qui sont allés en Israël, ils sont tous revenus.
Les 8 que je connais sont revenus, ils ont pas pu rester. Parce que si. Moi, je sais que je ne pourrais pas vivre là-bas. Parce que les gens sont beaucoup plus attachés à la terre que nous. Moi ici, je vis à la française. Je ne sais pas si vous avez acheté le livre de Cohn-Bendit qui passe ce soir d'ailleurs à la télé. Cohn-Bendit français mais pas vaudois. Vous n'avez pas vu ce livre? Non. Ça faut le lire. Si vous savez le nombre de gens qui étaient dans la résistance et tout, et qui sont français, mais pas gaulois. On l'est devenu. Mon cousin est mort à 30 ans, comme capitaine à la bataille en Alsace, fils unique. Et quand ses parents sont venus, qui étaient italiens, ils ont voulu reprendre leur appartement, et les communistes qui l'occupaient, ils n'ont pas voulu le donner. Et c'est Poniatowski, qui était le lieutenant de mon frère, qui avait quelques soldats qui sont venus les déloger. Vous savez, ils n'étaient pas meilleurs que les autres. Bravo, M. Marais. On va passer. On va passer aux questions. On va passer aux questions que les gens veulent poser. On va passer le micro. Bonjour M. Marais. Deux petites questions. Vous êtes resté combien de temps à Birkenau? Et vous nous avez dit avoir passé 2 sélections. Comment ça se passait en fait les sélections? Les Allemands, ils nous appelaient et ils nous comptaient. On passait choses. Et puis tout d'un coup, il y avait un officier SS qui venait et qui prenait les gens. Alors les jeunes, moi j'ai eu la chance, j'en ai passé que 2. Mais Darty, on a passé 26. 26 fois, il est passé 26 fois qui sont sortis. Ah, c'est un bon. Vous savez, les Darty, c'était des grands bonhommes. Hein. Avant, à tous les points de vue, c'est eux qui ont donné beaucoup pour Israël. Quelqu'un d'autre a une question? Vous avez dit avoir connu Primo Levi. Vous avez dit avoir connu Primo Levi. Vous connaissez Primo Levi? Je l'ai connu. Oui, et donc vous Il étiez. n'était pas de mon âge. D'accord. Lui, c'était un avocat. Et son acte c'est un acte de bravoure. Oui, non, mais moi j'avais 20 ans. Puis alors, lui, il était déjà dans le camp on était en Italie, on était à peu près 1 millier, on avait nos femmes, nos enfants, tout avec nous. Les Italiens se sont très bien comportés. Vous avez été aussi dans votre camp, vous avez été libéré à Dachau. Donc c'était le dernier camp où il y avait tous les enfants, en fait, tous les gens de votre âge qui allaient retourner en Europe. Est-ce que vous avez connu Élie Buzyn et Élie Wiesel à ce moment-là? Qui? Élie Buzyn et Élie Wiesel. Élie Wiesel, non, il était avec moi, je dis avec mon camarade, il n'était pas avec nous. Eux, ils ont été libérés à Buchenwald. Absolument. Ils ont été libérés à c'est différent. Finalement, votre famille ou tous ceux que vous avez rencontrés juste à la fin de la guerre, s'ils n'ont pas parlé des camps. Quand on voit tous les officiers américains qui sont rentrés à la chose une vingtaine, ils ont été. Est-ce que vous savez que Simone Veil, quand elle a été libérée, le général anglais qui a libéré le camp de Bergen-Belsen, il a envoyé ses soldats le dimanche suivant. Ils ont pris tous les gens du village et ils ont obligés à nettoyer le camp. Et 2 mois après, le général anglais qui a fait la libération de Bergen-Belsen, il s'est suicidé. Ça, les gens ne le savent pas, parce que moi je le sais, parce que j'ai beaucoup de rapports avec des gens, des anciens des camps. Comment vous avez eu les forces
après la Shoah, de vous lancer dans la vie active et de travailler, refonder une famille? Quand je suis rentré moi je suis rentré au mois le 3 septembre, alors que tout le monde était rentré. Je suis rentré, j'ai passé une nuit à l'hôtel du Tessin, le lendemain il fermait. Il n'y avait plus de juifs. Alors je suis revenu chez mon père à Tours, et puis on a descendu avec mon frère à Paris, il voulait venir à Paris. On a fabriqué des. À l'époque, les femmes ne portaient pas des robes comme maintenant. Les femmes portaient des blouses. Dans la semaine, les femmes portaient des blouses. Moi, à Tours, à Bordeaux, à Paris même, les femmes portaient des blouses. Alors on a fabriqué des blouses et on a commencé comme ça. Et puis quand je suis parti au Mexique, mon autre frère a laissé l'aviation et il est venu à Paris prendre la place. Des questions? Il y a des enfants qui veulent poser des questions. On va donner la parole aux enfants. Quand votre copain il est allé dans la cuisine des Allemands avec les pois cassés, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Est-ce que les Russes ils l'ont vu? Lorsque votre ami a mangé le plat de pois cassés, qu'est-ce que les Russes ont fait lorsqu'ils l'ont vu? Ils ont rien, ils ont mangé dessus. Ils l'ont laissé dans la même marmite, ils ont mangé dessus. Et tiens, Mogador, c'est lui qui a le théâtre, Mogador. C'est pas la famille. Oui, M. Marais, quand vous étiez à Dachau, est-ce que, lorsque vous dormiez, est-ce que vous rêviez un peu à la liberté de sortir? Non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Vous savez, nous, on s'occupait surtout de survivre et on essayait surtout. Et surtout, on essayait à Dachau, on protégeait les paquets qu'on avait de plus en plus. Moi, je couchais le mien et mon ami couchait dessus. Et je travaillais le matin, le paquet était là, mais il n'y avait plus rien dedans. Ben oui, c'est normal, les gens essayaient de manger. Moi, je voulais savoir s'il avait connu un monsieur qui s'appelle Maxi Librati. Oui, voilà, c'est ça. Sur l'appareil. Ah ben, Maxi Librati, c'est votre ami? C'est mon client. Ouais, oui, parce que vous étiez les tissus Marais, c'est ça? Oui, tissus c'est ça, ben, je vous ai Il connu. existe aujourd'hui, bien sûr. Il continue. D'accord, oui, je connais monsieur. On a ouvert en 47. On a ouvert en 47 et l'affaire continue. Mais je vous ai parlé de Maxi Librati parce que lui aussi a été dans les camps et il a écrit des livres par rapport à... Maxi Librati, c'est quelqu'un comme ça. Oui, je sais. À tous les points de vue. Hein. C'est lui qui s'est occupé de toute la famille et il a sorti de petit quand il a quitté sa femme. Parce qu'un jour, il a voulu rentrer à la cathédrale et il n'a pas pu. Mais il a écrit beaucoup de livres à propos de oui, ça. Non, mais c'est un type très bien. Mais il a d'ailleurs un très bel appartement dans un ancien château. Ici, à Deauville. Bon, tout le monde m'entend. Alors moi, je ne vais pas poser une question, mais je vais juste raconter une petite anecdote. Alors, il y a une quarantaine d'années, j'étais à un anniversaire, et il y avait 2 rescapés de camps de concentration. Alors, il y en avait un, David Chapalafua, avant d'être déporté. Monsieur, il vous voit pas. Quand il était dans le camp de concentration, c'était le jour du Kippour, il y avait des juifs religieux qui jeûnaient, leur dit, si vous jeûnez, surtout dans l'état où vous êtes, il n'y avait déjà pas grand-chose à manger, vous ne survivrez pas. Bon, ils sont tous morts, et quand les camps de concentration étaient libérés, il y avait encore moins la foi. Et il y avait une autre personne qui, lui, au contraire, pendant qu'il était obligé de faire des travaux forcés, il récitait dans sa tête les psaumes du roi David. Et il me dit, grâce à ça, ça l'a sauvé. Voilà. Donc 2
l'association de rescapés. Bravo. Merci. Bravo. On va donner la parole à la madame, la jeune fille. Bonjour. Moi j'avais une question. Est-ce que vous avez réussi à garder la foi pendant tout le temps où vous étiez dans les camps? Oui, la foi en Dieu. Vous avez... non, il n'avait pas. Je ne suis pas religieux. Ne parlez pas de religion, pour des raisons, vous savez, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Quand on a vu des officiers allemands, des officiers, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà un certain âge, sortir d'une église et faire ce que je les ai vus faire, on ne peut pas, c'est pas possible. Moi, j'ai fait ma bar mitzvah, parce que mon père était, les juifs de Turquie étaient tout le monde religieux, ils mettaient des téphilines, ils mettaient tout ça. Nous, on a été élevés à la française. On est allé dans les écoles françaises, mais on a été élevés dans des françaises. Bonjour Monsieur Marais, je voulais savoir si vous avez essayé de vous révolter ou au moins de vous évader. C'est impossible, monsieur, vous ne pouvez pas s'évader. On avait la croix, on avait l'arrêt au milieu. Ils nous rasaient l'arrêt au milieu, comme voulez-vous. On aurait été pris tout de suite. Il était reconnaissable. Et nous, ils nous faisaient l'arrêt au milieu de 3 cm. On ne peut pas s'évader, non. Il y a eu quelques-uns qui se sont évadés, des Polonais et des officiers russes. Ils ont été repris tout de suite. Hein. Et de toute façon, vous savez, dans l'état où on était nous, moi je pesais 31 kilos. Hein. Monsieur Marais, oui. Excusez-moi, vous avez dit tout à l'heure que vos proches, votre famille, ne vous ont pas questionné sur le Shoah et sur ces événements. Personne. Mais pour quelle raison? Par pudeur? Non, c'est parce que, écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai connu à Châteauroux 3 sœurs. Et les 3 sœurs, j'étais pas trop mal. Alors je les ai connues. J'étais allé voir à la Libération, ils disent on ne veut pas savoir, ils m'ont poussé là. Les gens ne voulaient pas savoir. Les gens qui ont perdu de la famille, ne voulaient pas savoir. Parce que vous avez des familles à Tours où ils ont tous disparu. Ma mère a été déportée à Tours. C'est la seule italienne qui a été déportée. Parce que les gens qui ont été arrêtés à Tours, on les a mis à Angers, chez les bonnes sœurs, et c'est le seul transport qui n'est pas passé par Paris. Si ma mère était passée par Paris, l'ambassade d'Italie l'attendait. Tous les Italiens qui ont été arrêtés à Tours, à Orléans, l'ambassade d'Italie les a sortis. Non, les Italiens, pour moi, ils se sont très bien, comme vous savez. Et un pays qui s'est très bien comporté, contrairement à ce que les communistes disent, c'est l'Espagne. Est-ce que vous savez qu'en au mois de septembre, 4 divisions allemandes se sont présentées à la frontière espagnole pour aller à Gibraltar. Les Espagnols les ont pas laissés passer. Ils ont commencé au mois de novembre 1942, quand il y a eu le débarquement en Algérie. Quel est le dernier souvenir que vous avez de votre famille? Comment? Le dernier souvenir que vous avez de votre famille, de votre vie à Tours. Racontez-nous. Moi je suis parti de Tours en 41. J'étais sauvé dans une famille qui a dit à ses 2 filles, voilà, 2 garçons, on prend le risque, est-ce que vous êtes d'accord? Les filles ont dit d'accord. Et de là, on est parti à Châteauroux. Et de Châteauroux, mes 2 frères, qui sont un peu plus âgés que moi, sont partis en Espagne. Et moi, je suis resté avec mon père. Et c'est là que Mussolini a fait venir de France et de Châteauroux, tous les juifs, les juifs de Turquie, beaucoup sont italiens. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils sont italiens. Parce que, au moment de la guerre de Lépante, vous avez entendu parler de la guerre de Lépante?
Bon, à la guerre de l'Époque, la marine turque a perdu contre la marine des chrétiens. Et ils ont fait signer à Soliman le Magnifique, ils ont fait signer un papier comme quoi les gens qui étaient d'un pays chrétien ne pouvaient être jugés que par la cour de marche. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, en Turquie, la plupart des Juifs, et même comme il s'appelle, le maire du 15e arrondissement, l'ami Balladur, il est français de Turquie, mais de l'époque. De l'époque, ils ont pris la nationalité française. La dernière photo que vous avez de votre ami, comment vous l'avez eue? Ah oui, alors, il se trouve que par hasard, un camarade d'enfance à moi, qui avait à l'époque 12 ans, 13 ans, qui est passé sur les bords de la Loire, où ils ont jeté tout ce qu'il y avait chez ma mère. Et il a reconnu la photo de mes 3 frères et moi. C'est la seule que j'ai. Et un tour, quand même, écoutez, les professeurs qui ont gardé ma... C'est formidable. Il m'a dit, tiens, il dit, voilà. Ça a fait quelque chose. Et un il y avait chez les musulmans, comment on les appelle, l'imam. Non, un chef religieux à Tours. Il est venu m'embrasser, il pleurait et tout. Non, vous savez, nous on avait des imams avec nous à Dachau. On avait quelques imams, ils se sont très bien comportés. Hein. Qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre à tous ceux qui sont là, les grands comme les petits? Mais je n'ai rien à transmettre, chacun fait sa vie. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, mes amis à moi qui ont les moyens, ils sont partis, 4 amis en Israël, tous sont venus, ils n'ont pas pu s'adapter. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Par contre, alors un qui est formidable, c'est qui a épousé ma nièce, c'est un juif de Téhéran. Et c'est des gens de... Est-ce que vous avez attendez, son beau-frère, c'est un très grand pianiste, il s'appelle Nureker Allah, ça vous dit quelque chose? Personne? C'est un artiste international. Alors, eux, ils sont partis, ils étaient à Genève, ils sont dans la finance internationale. Ils sont partis en Israël, alors eux, ils sont très forts, ils ont ouvert. En Arabie Saoudite, les pays arabes unis, là, comment ils appellent les Émirats. Et puis, à côté d'Israël, comment ça s'appelle? Le roi de Jordanie. Ils ont ouvert des choses là-bas. C'est formidable. C'est formidable. On peut féliciter et remercier M. Marais du Parcours. C'est un grand plaisir qu'il nous fasse l'honneur de venir et de partager avec nous ses souvenirs, ses espoirs. Si des fois il y a des gens qui veulent venir à la maison me voir, parce que moi je ne bouge pas de chez moi, j'ai un grand appartement, c'est ma première sortie de dehors. Je ne sors pas dehors. Parce que ma fille est docteur, j'ai eu beaucoup de petits problèmes et elle ne veut pas passer. Il y a eu, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a quelques mois, il y a eu une prise de grippe. Il y a eu, les gens en ont parlé, elle est dans un hôpital. Alors elle connaît beaucoup de choses. Ceux qui veulent aller rendre visite à M. Marais à Deauville, ils peuvent demander mon contact. Je vous montrerai. Et après, les livres. Exactement. On remercie M. Marais, on lui sait tout ce qu'il désire. Et que des bonnes choses, Bézat Hachem.